Bonjour à tous, vous regardez l'infirmier survivaliste et aujourd'hui je vais vous parler d'un élément essentiel de la prise en charge des patients et des victimes, je vais vous parler des constantes. Mais que sont exactement ces constantes? Ce sont en fait des paramètres vitaux, des données qui nous renseignent sur l'état de santé d'une personne en donnant des informations sur le bon ou le mauvais fonctionnement de certaines fonctions de son corps. Par exemple, est-ce que la personne a une bonne thermorégulation corporelle, c'est-à-dire est-ce que son corps parvient à maintenir une température optimale à son fonctionnement, ou encore est-ce que la ventilation est efficace? Il existe un grand nombre de constantes différentes, mais je vais vous présenter aujourd'hui les principales choses à observer sur votre patient et les mesures à prendre afin d'avoir toutes les données pour optimiser les chances de survie de votre patient. Prendre les constantes d'un patient est la première chose que l'on fait quand quelqu'un arrive à l'hôpital ou même chez son médecin traitant. En effet, avoir ces données, même dans un contexte de non-maladie, est utile, car cela permet d'évaluer leur évolution dans une situation particulière quand celle-ci se produit, et en se cumulant aux autres indices, cela permettra de faciliter un diagnostic pour le médecin. Commençons tout de suite avec le pouls. Tâte le pouls, pita potwipa, tutti. Le pouls, ça correspond aux pulsations cardiaques que l'on peut sentir quand on touche une artère superficielle sur le patient, par exemple au poignet ou à la carotide. Pour avoir une valeur en nombre de battements par minute, on va compter le nombre de pulsations que l'on ressent tout en mesurant une minute sur une montre ou un téléphone à côté de soi. On peut aussi compter le nombre de pulsations que l'on ressent en 30 secondes et multiplier le chiffre obtenu par 2. On peut même compter le nombre de pulsations en 5 secondes et le multiplier par 12. Non, je déconne. On évite de compter moins de 30 secondes pour pas fausser le résultat. On va aussi faire attention à deux notions. Le pouls est-il régulier en fréquence et en intensité? La mesure du pouls ne nécessite pas de matériel particulier. Le pouls est généralement mesuré au repos et dans le calme. La personne doit être assise ou allongée, et dans ces conditions, un pouls normal se situe entre 60 et 80 battements par minute, bien qu'il soit propre à chaque individu. Une personne sédentaire ou en surpoids a généralement un pouls plus élevé qu'une personne sportive. En effet, un cœur musclé a besoin de moins de battements pour faire circuler le sang car il est plus efficace. Quand le pouls est trop faible, généralement en dessous de 50 battements par minute, on parle de bradycardie. Au-dessus de 100, on parle de tachycardie. Voyons maintenant ce qui peut faire accélérer le cœur et provoquer donc une tachycardie. On pense d'abord bien sûr à l'effort physique, puisque les muscles ont besoin de plus de sang au moment de l'effort. La cause peut également être une hypovolémie. Une hypovolémie, c'est un manque de volume sanguin, par exemple consécutif à un saignement abondant. S'il y a moins de sang qui circule, le cœur doit battre plus vite pour compenser. Il y a de nombreux autres facteurs comme le stress, les infections, un trouble cardiaque ou encore une hyperthyroïdie. La bradycardie, quant à elle, c'est-à-dire un nombre de battements par minute inférieur à 50, peut s'expliquer par la prise de certains médicaments, une hypothyroïdie ou encore des problèmes cardiaques. Je tiens à rappeler que les normes des constantes sont propres à chaque individu, et chez certaines personnes, en l'absence de toute pathologie, le pouls peut être normal même en dehors des normes établies. Les constantes normales dépendent donc de chaque personne. Deuxième constante que nous allons voir, la tension. La tension artérielle, de son nom complet, ça correspond à la pression exercée par les parois artérielles sur leur contenu sanguin. La tension se compose de deux chiffres, dont l'unité est le millimètre de mercure ou le centimètre de mercure. Le premier chiffre correspond à la pression systolique, c'est-à-dire la pression que l'on peut mesurer au moment de la contraction du cœur et de l'éjection du sang dans les artères, ce que l'on appelle la systole. La tension diastolique correspond au deuxième chiffre. Elle est quant à elle la pression que l'on peut mesurer au moment de la diastole, c'est-à-dire le moment où le cœur se décontracte et se dilate, permettant au sang de revenir dans les chambres. La tension se mesure avec un tensiomètre. Il en existe des électriques, et donc automatiques, pour lesquels il suffit de mettre le brassard autour du bras et d'appuyer sur ON. Il en existe également des manuels, mais j'expliquerai comment prendre la tension sur une autre vidéo. En attendant, je vous invite à regarder la vidéo de Pratiquinf qui explique clairement comment faire sur la vidéo que je vous mets en description. Au-delà de 140 par 90 mm de mercure, on est en hypertension, et en dessous de 100 par 50, on est en hypotension.
Là encore, je rappelle que les résultats varient selon les personnes et que l'on peut avoir une tension à 9,6 qui soit parfaitement asymptomatique et donc non problématique. Par contre, une hypertension, même asymptomatique, est problématique, car l'hypertension augmente les risques de maladies cardiovasculaires, d'AVC, etc. En cas d'hypotension, le principal risque est de faire un malaise. Si cela se produit, il faut surélever les jambes de la personne pour favoriser le retour sanguin vers le haut du corps et améliorer la tension. On peut par exemple l'allonger sur le dos et placer une chaise ou des coussins sous ses jambes. En cas d'hypertension, les symptômes sont le plus souvent des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, des vertiges, des troubles de la vision ou encore une épistaxis, c'est-à-dire un saignement de nez. Le traitement de l'hyper et de l'hypotension varie selon la cause. On va tout de suite passer au point 3 qui est la saturation en oxygène. La saturation, ou SpO2, ça correspond au pourcentage de vos globules rouges qui transportent de l'oxygène. Si vos poumons fonctionnent correctement, cette valeur doit être au-dessus de 94%. Quand les poumons ventilent de façon inefficace, la saturation diminue. Le traitement consiste alors à administrer de l'oxygène à la personne en lui faisant respirer un air plus concentré en oxygène que l'air ambiant. Cela peut se faire soit par des lunettes, qui font inhaler l'oxygène en plus par le nez, soit par un masque qui va couvrir également la bouche. Petite parenthèse, quand je parle d'oxygène, il s'agit d'un abus de langage. Le gaz dont je parle depuis tout à l'heure n'est pas de l'oxygène, c'est en fait du dioxygène, O2. Fin de la parenthèse. La détresse respiratoire se traduit par de nombreux symptômes, cyanose, sueur, tachypnée, signes de tirage, confusion ou hallucination, ralentissement cérébral, troubles de la parole, etc. Une privation trop longue en oxygène peut induire des handicaps permanents ou même la mort. Quatrième élément dont je voulais vous parler, il s'agit de la température. La température corporelle se mesure avec un thermomètre. On peut la mesurer à différents endroits et selon l'endroit où on la mesure, il faut parfois ajouter 0,5 degrés pour avoir la valeur réelle. Si la température monte au-dessus de 38 degrés Celsius, on parle d'hyperthermie. L'hyperthermie peut être provoquée par une surexposition à la chaleur ou au soleil, une infection ou encore la consommation de certaines drogues et médicaments. Même si la personne frissonne et dit avoir froid, en cas d'hyperthermie, il ne faut pas la couvrir de trop. Un simple drap léger en guise de couverture est idéal. L'hyperthermie peut causer des crises d'épilepsie. Bien que des médicaments puissent faire diminuer la température, il est essentiel, comme pour les autres problèmes évoqués dans la vidéo, d'avoir un avis médical, car la température élevée peut être un moyen du corps de lutter contre une infection. Si on traite seulement la température et pas sa cause, on peut mettre en danger le patient. L'hypothermie, quant à elle, est constatée en dessous de 35 degrés. L'hypothermie peut être causée par une exposition au froid, par exemple en prenant un bain dans une eau très froide ou en dormant dans une tente par moins 10 degrés. Les personnes qui ont des pathologies chroniques, ont subi un malaise, sont jeunes ou très âgées, ou ont consommé des drogues comme l'alcool, sont plus susceptibles de faire une hypothermie. Il faut évidemment sécher et couvrir la personne en hypothermie. Les couvertures de survie sont alors particulièrement adaptées. Je vous propose de passer maintenant au 5e point, la douleur. La douleur est une constante au même titre que les autres. Elle est cependant beaucoup plus difficile à jauger que les autres puisqu'il n'existe pas d'appareil permettant de la noter dans une unité définie comme les autres constantes. Et oui, pour la température, j'utilise le degré Celsius. Pour la tension, des millimètres de mercure. Pour la saturation, un pourcentage. Mais pour la douleur, eh bien, il existe un très grand nombre d'échelles de la douleur qui ont été inventées pour permettre la prise en compte de la douleur dans le diagnostic. Pour ce faire, on va devoir qualifier la douleur dans sa localisation. Il faut donc avoir de bonnes notions en anatomie. On va chercher à savoir si cette douleur est plutôt superficielle, en profondeur, présente au repos ou seulement à la mobilisation, de façon continue ou intermittente, si elle est plutôt à type constrictive, de brûlure, si elle lance, si elle pique, etc. Le but est de recueillir auprès du patient une description la plus complète possible de sa douleur, tant dans sa qualité que dans son intensité. L'intensité de la douleur s'évalue généralement sur une échelle de 0 à 10, 0 correspondant à l'absence de douleur et 10 à la douleur la plus insupportable que l'on puisse imaginer. Cette notation est souvent appelée par erreur EVA, mais il s'agit en réalité de l'EN pour échelle numérique.
EVA signifiant échelle visuelle analogique, ce qui est une autre méthode pour quantifier la douleur. Lorsque l'on évalue la douleur, il est nécessaire également de prendre en considération les facteurs qui peuvent la majorer. Stress, fatigue, mobilisation, effort, température, exposition, contexte, et ce qui peut également la minorer, comme le froid, les drogues, c'est-à-dire alcool ou médicaments déjà pris, ou encore les facteurs environnementaux, la fierté de la personne, etc. En dernier point, j'aimerais vous parler des autres constantes. Il existe plusieurs autres constantes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici, mon but étant d'évoquer les principales et les plus communes pour donner des bases à mes abonnés. On peut par exemple, dans le cas de problèmes urinaires, quantifier les urines sur une période donnée, ce que l'on appelle la diurèse. Pour les personnes diabétiques ou à risque, on peut mesurer le taux de sucre dans le sang, la glycémie. Dans le cas de problèmes digestifs, on peut aussi quantifier les apports en nourriture, ce que l'on appelle les ingestats, et quantifier les sels. Et rien n'empêche de s'ajouter des constantes à surveiller régulièrement, comme par exemple la verbalisation spontanée d'anxiété par le patient, avec une case oui ou non à cocher. En somme, les constantes, c'est vérifier un ensemble de paramètres vitaux pour pouvoir prendre les meilleures décisions ou permettre au médecin de prendre les meilleures décisions. Il faut donc travailler sa capacité de regard sur le patient pour être également en capacité de reconnaître rapidement un teint jaune, c'est-à-dire un ictère, ou une cyanose, donc une peau bleuie, ou un autre signe inhabituel. C'est à force de travail et d'entraînement que l'on devient de plus en plus efficace, à dresser un tableau clinique comprenant un maximum de données qui faciliteront le travail de diagnostic. Voilà la fin de cette vidéo sur les constantes, j'espère qu'elle vous a appris beaucoup de choses. Moi je suis en live tous les samedis, donc si vous avez des questions, vous pourrez me les poser samedi, ou alors vous mettez un commentaire sous la vidéo pour même me dire simplement si la vidéo vous a plu ou non. Et puis, je vous dis à très bientôt. Vous avez regardé l'Infirmier Survivaliste. Survivez en bonne santé. À bientôt.